Bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne d'auteur d'Alex Bowden dans la zone de disparition. Et voici un nouveau récit d'une histoire réelle. Vous n'allez pas le croire, mais cette histoire est remplie de mystères que personne n'a jamais réussi à élucider. Imaginez un peu, des alpinistes chevronnés, aguerris par les sommets, partent à l'ascension de l'Elbrus, une simple sortie d'entraînement avant un itinéraire plus technique. Mais en l'espace de quelques jours, leur expédition bascule dans le drame. Une tempête de neige les surprend, la communication avec le camp devient instable. Puis, plus rien. Le silence. Et c'est là que tout devient étrange. Lorsque les secours parviennent enfin sur place, ils découvrent les membres du groupe dans un état critique, totalement apathique. L'environnement autour soulève des questions, comme si leur condition physique pointait vers quelque chose de plus inattendu. Une radio brisée, du matériel disparu, des corps retrouvés dans des positions étranges. Et surtout, un survivant qui finit par changer sa version des faits. Pourquoi ? Que cherche-t-il à cacher ? Que s'est-il passé cette nuit-là ? Une énigme toujours sans réponse à ce jour. Nous sommes en 1990. Un groupe de 6 alpinistes arrive au pied de l'Elbrus. À sa tête, Sergei Levin, un homme qui connaît la montagne comme sa poche. À ses côtés, des sportifs expérimentés, le médecin Sergei Farbstein, Oleg Buldakov, Odintsov, Voronin et Lazarev. Tous avaient déjà atteint de hauts sommets. Levin et Farbstein, eux, portèrent le titre de maître du sport, un rang prestigieux. D'ailleurs, Farbstein venait tout juste de reconfirmer son statut en obtenant les points requis. Mais il n'était pas là par hasard. À ce moment-là, l'Elbrus accueillait la Touriade, un grand rassemblement de randonneurs et d'alpinistes. L'équipe de Levin faisait partie du groupe de Leningrad, avec une mission supplémentaire, servir de soutien en cas d'urgence. Ils avaient une solide expérience des opérations de secours, aussi bien dans le Caucase que dans les montagnes du Tian Shan. Mais ce n'était pas leur seul objectif. Pour la saison suivante, ils avaient prévu un itinéraire difficile dans le Pamir. L'ascension de l'Elbrus devait leur servir de préparation. Et en parallèle, ils avaient une autre mission. Retrouver le groupe Klotchkov, disparu l'année précédente dans une direction inconnue. Personne ne savait ce qui leur était arrivé. Le 2 mai, alors qu'ils séjournaient depuis 3 jours au refuge 11, les alpinistes décident de faire une sortie d'acclimatation. En montagne, on ne grimpe pas sans préparation. Le corps a besoin de temps pour s'adapter à l'altitude et à l'air raréfié. Sinon, les risques sont importants, œdèmes pulmonaires ou cérébraux. Pour éviter cela, on suit une méthode bien connue. On monte, on redescend un peu, on passe la nuit, puis on monte plus haut le lendemain. Vers 14h30, en suivant leur itinéraire, le groupe de Levin croise d'autres alpinistes, des participants à la Touriade. Ceux-ci redescendirent déjà. Les deux équipes échangent quelques mots. Levin précise que son groupe va encore grimper 1 ou 2 relais avant de redescendre. À ce moment-là, ils sont à environ 4500 mètres d'altitude. Pour des sportifs aguerris, rien d'extraordinaire. 40 minutes plus tard, ils décident de faire une pause. Ils sortent de quoi manger, prennent une collation. Et soudain, tout change. Le vent se lève, violent. Un brouillard épais les enveloppe. La visibilité tombe à presque 0. Dans de telles conditions, continuer est trop risqué. Levin, en alpiniste expérimenté, le comprend immédiatement. Il ne faut pas prendre de risques inutiles. Mais redescendre est tout aussi dangereux. Sans repère, on peut vite s'égarer. La seule option, attendre que la météo se calme. Ils n'avaient pas pris de tente. Pour une sortie courte, ce n'était pas nécessaire. Mais en montagne, il existe une solution éprouvée. Creuser une grotte dans la neige. Un abri comme celui-là permet de se réchauffer, de se protéger du vent et de patienter jusqu'à une accalmie. C'était aussi une bonne occasion de s'exercer en vue de leur future expédition dans le Pamir. Le contact radio avec le camp était toujours établi. Ils avaient transmis qu'ils restaient sur place. L'abri avait été monté rapidement
et la nuit du 2 au 3 mai, il l'avait passée dans une grotte de neige. Inconfortable, certes, mais pas dramatique. Tout le monde était préparé, tout le monde comprenait que ce n'était qu'un contretemps. Ni dans le groupe, ni au camp de base, personne ne voyait là de quoi s'alarmer. Le lendemain matin, ils espéraient une amélioration, que le temps se calme enfin pour pouvoir amorcer la descente. Mais très vite, l'espoir s'est transformé en déception. Non seulement le temps ne s'était pas arrangé, mais il empirait. Le vent sifflait à près de 30 mètres par seconde. L'humidité était suffocante et la température oscillait entre 0 et -5 degrés. Ils ont tenté de descendre, mais en vain. La visibilité était si mauvaise qu'ils devaient avancer presque à tâtons. Levin a vite compris. Dans de telles conditions, continuer, c'était s'exposer au pire. Sergei Farbstein est tombé 2 fois, et ce n'était pas seulement à cause des bourrasques. Son état se dégradait. Le mal des montagnes gagnait du terrain. Son corps n'avait pas eu le temps de s'adapter à l'altitude, et l'épuisement accentuait encore les choses. Il voyait mal, et ses lunettes se couvraient aussitôt de buée à cause de l'humidité, transformant ce paysage déjà flou en une masse grise et informe. L'abri qu'ils avaient creusé dans la neige comprenait à l'origine 2 petites cavités. Tant qu'ils avaient encore un peu d'énergie, ils avaient pu les élargir correctement. Mais après l'échec de la descente, ils étaient à bout de force. Une des cavités s'est effondrée, obligeant tout le groupe à s'entasser dans une seule minuscule grotte de neige. Ce même jour, des silhouettes ont brièvement surgi sur la pente. C'étaient 2 alpinistes japonais, eux aussi piégés dans les mêmes conditions extrêmes. Leur état ne laissait aucun doute. Ils étaient au bord du gouffre. Levin n'a pas hésité une seconde. Il les a fait entrer. Les laisser dehors, c'était les condamner. Sans nourriture, sans oxygène, sans équipement adapté, ils n'auraient pas survécu. Les heures passaient, et la situation empirait, physiquement comme moralement. Pourtant, personne ne sonnait l'alarme. Au camp de base, les messages étaient toujours les mêmes. La situation est sous contrôle. Peut-être est-ce justement ce ton rassurant qui a tout changé. L'équipe de secours n'a pas jugé utile de se précipiter. Après tout, ils étaient des alpinistes aguerris, habitués à compter uniquement sur eux-mêmes. Et Levin, en tant que chef d'unité de secours, avait sans doute du mal à accepter qu'il soit maintenant celui qu'il fallait sauver. Son orgueil devait en prendre un coup. La radio ne fonctionnait qu'avec de nombreuses coupures. Pour établir un contact, il fallait sortir à l'extérieur, en pleine tempête. Tard dans la soirée, Levin a tout de même réussi à transmettre un message, et il a fixé le prochain contact au lendemain matin. Juste avant que la communication ne coupe, il a prononcé une phrase qui laissait planer une réelle inquiétude. « On compte sur l'équipe de soutien ». Sans doute avait-il déjà compris à ce moment-là la gravité de la situation. Pendant ce temps, Léonide Bril et un petit groupe tentèrent de les rejoindre à travers la tempête de neige. Mais la nature a eu le dernier mot. Ils n'ont pas pu atteindre le groupe et ont dû faire demi-tour. Levin et ses compagnons ont décidé de passer une nuit de plus dans la grotte de neige. Cette décision allait être la dernière. Ou peut-être n'avaient-ils tout simplement plus d'autres choix. Peut-être qu'ils n'étaient plus en état d'avancer. Ou peut-être qu'ils ne voulaient pas laisser leurs camarades derrière. La nuit dans cette grotte glacée devenait insupportable. L'air se faisait rare. Levin, Lazarev et Voronine, conscients qu'ils ne tiendraient plus longtemps, sont sortis pour essayer de dégager l'entrée. À cet instant précis, le vent a brièvement levé le rideau de neige, révélant au loin le refuge 11. Cela redonnait un peu d'espoir, mais rester dans la grotte, malgré tout, devenait de plus en plus dangereux. Sergei Farbstein était dans un état critique. Il ne pouvait plus faire un seul pas. Oleg Buldakov, lui, avait un comportement étrange. On aurait dit qu'il avait perdu tout contact avec la réalité. Peut-être était-ce le mal des montagnes, qui peut parfois brouiller la conscience de façon très particulière. Levin, en tant que chef de l'expédition, hésitait encore. Fallait-il entamer la descente ?
Mais sa décision restait la même, attendre le lever du jour. Partir en laissant quelqu'un derrière, c'était impensable pour lui. Et puis, il restait un mince espoir qu'avec les premiers rayons du soleil, le temps s'améliore enfin et qu'il puisse redescendre en sécurité. Mais ce matin-là s'est avéré fatal. Tout le monde ne l'a pas vu se lever. Odintsov, en reprenant conscience, s'est rendu compte qu'il était enseveli sous la neige. Il a commencé à dégager les amas, et après environ 1 heure d'effort, il a réussi à sortir. Ce qu'il a vu l'a profondément bouleversé. 3 de ses compagnons gisaient à proximité, sans aucun signe de vie. Dans la grotte, 2 autres étaient toujours là, inconscients. L'un des Japonais avait disparu, l'autre était encore vivant, mais dans un état très grave. Odintsov a compris une chose. S'il ne descendait pas immédiatement, il n'aurait plus aucune chance. Il a rassemblé le peu de force qu'il lui restait et a entamé la descente. Et, incroyable coup de chance, il est tombé sur un groupe de secouristes en train de monter. Ils étaient justement à la recherche des alpinistes japonais. Odintsov leur a indiqué l'emplacement de la grotte et l'opération de sauvetage a commencé. Les secours ont tenté d'évacuer Oleg Buldakov, mais c'était trop tard. Il était inconscient et il n'a pas pu être sauvé. Sergei Farbstein, lui, a été transporté jusqu'à un refuge, mais son état était critique et malgré tous les efforts, il n'a pas survécu. Seul Odintsov et le Japonais encore conscient ont survécu. Mais ce dernier n'a pas tenu le coup face aux conditions extrêmes. À première vue, cela pourrait ressembler à un tragique accident. Dans les montagnes, ce genre de drame n'est pas rare. Ceux qui s'y aventurent savent que les risques sont immenses. Mais dans cette affaire, il y avait bien trop d'éléments étranges. Le premier détail troublant, c'était la radio brisée, et pas simplement tombée ou endommagée par hasard. Non, elle avait clairement été détruite volontairement. Deuxième point, la disparition de certains équipements, du matériel coûteux. Farbstein n'avait plus son bloqueur ni ses bâtons de ski réglables. Les 20, lui non plus, n'avaient plus ses bâtons. Bien sûr, on pourrait imaginer que les secouristes ont récupéré certaines choses, mais même avec cette hypothèse, c'est étrange. Et puis, il y a cet élément le plus mystérieux de tous, les pitons à glace. Le groupe en transportait plus de 50. C'est énorme. Et surtout, il n'en avait dit même pas besoin pour l'itinéraire prévu. Alors pourquoi emporter un tel stock? C'est là que sont apparues plusieurs théories. La première. Peut-être que le groupe envisageait un itinéraire bien plus difficile que prévu, sans en informer personne. La deuxième. Il participait peut-être à une mission de secours secrète, tenue confidentielle pour une raison quelconque. Mais il existe aussi une troisième version, qui semble la plus plausible. Ces pitons servaient peut-être de monnaie d'échange. À l'époque, le bon matériel d'alpinisme était une rareté, et à l'étranger, l'équipement en titane était extrêmement recherché. Les alpinistes occidentaux étaient prêts à l'échanger contre des articles de qualité, des bottes solides, des vestes en duvet bien chaudes, du matériel d'assurage fiable. Il est donc possible que le groupe de Lévin ait emporté tous ces pitons précisément pour cela, les troquer contre quelque chose de plus précieux. Mais si ce n'était qu'un simple troc, alors une question demeure. Pourquoi en emporter autant? Cette histoire reste pleine de zones d'ombre. Et parmi les détails les plus troublants, il y a cette grande tache sombre à l'intérieur de la grotte. De quoi s'agissait-il? Une trace liée à la blessure de Buldakov? Une réaction physique inattendue? Ou bien toute autre chose? À ce jour, personne n'a su répondre à cette question. Mais un détail en particulier attirait l'attention et provoquait un étrange malaise. À un endroit, on a retrouvé un objet étrange. À un autre, une flaque. Mais le plus incompréhensible, c'est ce que les experts ont découvert à l'intérieur de l'un des membres du groupe décédé. Des traces inexpliquées. Comment étaient-elles arrivées là? Et pourquoi? Personne n'a pu apporter de réponse claire. À l'extérieur aussi, l'ambiance était pour le moins troublante. Les corps gisaient dans la neige,
figés dans des postures qu'on ne pouvait qualifier de naturelles. Certains étaient pieds nus, d'autres manquaient de vêtements chauds, et plusieurs avaient des éléments d'équipement absents. Tout portait à croire qu'ils étaient restés ainsi un long moment, tout en restant conscients. Et pourtant, à seulement quelques centaines de mètres de là, se trouvait un autre groupe de randonneurs. Des débutants, sans grande expérience ni matériel adapté. Eux aussi ont souffert du froid, mais ils ont survécu. Malgré toutes ces étrangetés, la conclusion officielle des médecins a été simple, une hypothermie. Difficile à contester, mais qu'est-ce qui a pu mener à une telle issue? Comment des randonneurs expérimentés, parfaitement préparés, n'ont-ils pas pu faire face? Ce n'était même pas un parcours difficile, juste une sortie d'acclimatation. Les hypothèses ont afflué. Certains parlaient d'expériences secrètes, d'autres évoquaient une intervention extérieure. Une théorie populaire accusait le médecin du groupe, Farbstein, d'avoir administré des médicaments censés aider l'organisme, mais qui au final auraient eu l'effet inverse. Aucune preuve de cela n'a jamais été trouvée. En revanche, une chose semblait évidente. Levin n'avait clairement pas tout raconté, une fois revenu au refuge. Mais pourquoi spéculer, alors qu'Odintsov faisait partie des survivants? Il aurait pu tout expliquer. Et pourtant, après la descente, Odinov a eu une longue conversation avec Léonid Debrel, et c'est là que tout a changé. Ses déclarations ont soudain pris un tout autre ton. Que s'est-il passé pendant cet échange? L'une des hypothèses les plus cohérentes est la suivante. À un moment donné, dans la grotte, le manque d'oxygène et l'humidité ont rendu la situation insupportable. Certains ont voulu sortir, mais dehors, ils se sont heurtés à un vent glacial. La température a chuté brutalement. L'air humide s'est transformé en froid sec. Le corps, affaibli par le manque d'air, a commencé à lâcher, et le cerveau a déraillé. Dans cet état, les comportements deviennent étranges, parfois incohérents. Il existe un phénomène bien connu. Lorsqu'une personne est en train de geler, elle peut ressentir une chaleur soudaine et commencer à retirer ses vêtements, ce qui, bien sûr, ne fait qu'aggraver la situation. La circulation ralentit, les mouvements deviennent difficiles. Et si l'on ajoute à cela le manque d'oxygène, la fatigue, le froid constant, tout devient plus clair. Leurs vêtements étaient sans doute déjà trempés et n'offraient plus aucune protection contre le froid. Ils ont essayé de s'abriter du vent, mais chaque minute leur faisait perdre un peu plus de chaleur. Leur état inquiétait. Ils se sont simplement endormis et ne se sont jamais réveillés. Le froid a été plus fort. À l'intérieur de la grotte, la chaleur était étouffante. L'air devenait rare. La pression, l'humidité, la faiblesse, tout s'accumulait. L'un des Japonais n'a plus tenu. Il a décidé de sortir. Son objectif était clair, atteindre le refuge, plus bas sur la pente, là où il pourrait se réchauffer et attendre la fin de la tempête. Mais son chemin s'est terminé de manière inexpliquée. Dans la nuit, au milieu de la neige, il s'est sans doute perdu, et on ne l'a jamais revu. Et pourtant, sans même s'en rendre compte, il a sauvé ceux qui étaient restés piégés. Une ouverture est apparue dans la paroi de la grotte, laissant passer de l'air frais. C'est ce qui leur a donné une chance de survie. Wantsov, qui avait perdu connaissance, a fini par se réveiller. Sans ce Japonais, les choses auraient pu tourner bien plus mal. Mais alors, que s'est-il réellement passé? Comment un groupe d'alpinistes aussi expérimentés a-t-il pu se retrouver dans une telle situation? Il y a plus de questions que de réponses, et le mystère de cette tragédie reste encore aujourd'hui sans explication.